Là, on roule-tu ou on roule? On roule, mais ça, on mettra ça plus tard, c'est bon. Là, qui c'est qu'il fallait l'intro? Moi, je vais te faire ça, comme s'il n'y a plus de lendemain. Check bien ça. Tu prendrais un meilleur, puis on regardera trop la main, mais après ça, j'ai quelque chose. Pendant la meilleure, puis on en refera un autre, c'est ça? Bon, hey. Comment il s'appelle ce podcast-là? C'est Passion Auto? Oui, c'est le podcast Passion Auto. Bon, OK. Là, tu pars, puis je fais le commercial. Tu peux faire, oui. Tu fais le commercial. Ben, tu commences avec ou. C'est quoi? Tu startes. Salut, Benoît. Non, je vais faire le commercial, puis on start. OK, c'est bon, je vais t'en. Bon, un autre podcast de Passion Auto. Oui! Puis une présentation du Clos Chrysler, Valleyfield, Mercier, Longueuil et Laval. Ben oui, on s'entend. Le seul gars à la table qui a de l'argent, finance pour tout le reste. Merci, Marcel. Pas d'argent, nous autres, on aime ça faire des amis. Oh, c'est ça. Tu t'es en train de payer pour avoir des amis, là? Ben oui. Aujourd'hui, c'est pas comme c'était, hein? Ah, ça coûte cher avoir des amis. Ça coûte cher aujourd'hui. Ça va une femme, aujourd'hui, c'est des amis. Oh boy. Écoute, j'avais même pas moyen d'acheter un livre. Fait que j'ai fait venir le gars qui l'écrit. Non, l'affaire, c'est que je t'ai hâte de le lire. Il va te le lire. Ben, c'est ça. Il y en a qui des podcasts audio. Oui. Ça prendrait un audible. C'est ça. Oui, audible. Absolument. L'auteur qui Par contre, c'est long. Il va falloir que vous soyez patient. Ouais. Ça me voit Ben à côté de ton lit le soir. Bon, page 28 à 56 ce soir. Oui, c'est ça. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler. Toi, t'es arrivé, t'as fait l'annuel d'automobile, là, qui est considéré comme quand même un livre important au Québec avec le guide de l'auto. Oui, on est les deux livres automobiles au Québec. Moi, j'ai fait carnet de route avant ça, de 1993 à 2000. J'ai eu un été de break depuis 33 ans, l'été 2000. Parce que j'ai pas participé à la dernière édition du carnet de route en 2001. J'ai participé, on a commencé l'annuel de l'automobile l'année suivante avec Daniel Hérault, absolument, que j'avais rencontré à Radio-Canada. Parce que moi, je travaillais à Radio-Canada comme journaliste au sport. OK, comme journaliste. OK, fait que toi, tu as été journaliste sportif avant d'être dans l'auto? J'ai été éducateur physique avant ça. OK, fait que là, OK, mettons, on va commencer. OK, tu veux qu'on commence? Ouais, mettons, OK, vite fait, là, on commence, là. Ouais. Toi, t'es sorti du cégep, t'as fait quoi? Éducateur physique. J'étais allé à Sherbrooke, 1983-1996. Parce que t'es bon à la nage? Moi, j'ai fait de la compétition de natation. J'ai été dans le sport. Moi c'était un naturel parce que j'ai fait du sport en continu jusqu'à, mettons, la fin de l'université. Sport individuel. Sport individuel. Beaucoup de natation, évidemment, mais j'ai fait pour le plaisir. J'étais quand même allé aux Jeux du Québec en ski de fond. Je faisais du tennis. Tu sais, des sports. J'étais là-dedans. Puis le sport, pour moi, c'était un naturel. Mais mon but ultime, c'était d'être journaliste sportif. J'avais rencontré quelqu'un de Radio-Canada quand j'ai commencé à faire... j'étais annonceur maison pour la Fédération de natation du Québec. J'ai commencé... D'ailleurs, j'ai connu Paul Oud cette année-là, en 86. Je finissais à l'université parce que c'est Paul Oud qui était annonceur pour la Fédération de natation. Puis Edgar Théoret, qui était directeur technique, était un ami de toujours parce qu'il vient de Valleyfield comme moi. Je le connaissais, Edgar, depuis que j'avais 5 ou 6 ans. Puis il m'avait dit, écoute, si tu veux une chance de faire un peu de communication, Paul Oud s'en va parce que Paul Oud avait, dans ce temps-là, d'autres obligations. Il n'avait plus de temps de faire ça. Fait que j'étais allé passer un week-end avec Paul Oud à une compétition, le regarder faire. Moi, j'avais 22 ans. Je commençais là, littéralement dans le business. Puis Paul m'avait donné ces trucs, dire, regarde, bon, telle façon de l'annoncer, puis bon, le ton de la voix, puis comment placer ta voix. Puis j'avais fait ça pour la fédération. Et j'avais rencontré aussi un gars de Radio-Canada qui m'avait dit, écoute, il y a l'école ProMédia qui existe. Dans ce temps-là, c'est Pierre Dufault de Radio-Canada qui était avec Pierre Boilard, les deux Pierre, qui étaient propriétaires de l'école. Et c'était un cours concentré. C'était 3 mois, septembre à Noël, mais avec des gens du milieu, des professionnels de la radio, de la télévision. Et on te donnait l'essentiel de ce que tu as besoin de savoir pour être dans le métier. Moi, j'avais trouvé ça le fun parce que après 3 ans d'université, ça ne me tentait pas de me retaper 3 autres années d'université en journalisme auto ou en journaliste tout court. Et ça m'a donné les bases. J'ai commencé à la radio à l'époque, en 86. Et ce cours-là m'a amené plus tard parce que en 87,
88, 89, j'ai enseigné. J'étais prof d'éducation physique. Je l'ai fait dans un collège, à Collège Bourget à Rigaud. Mais au bout de 3 ans, j'avais déjà l'impression que j'avais fait le tour du jardin. Fait le tour, ouais. Je suis pas un gars de routine. Il y a des gens qui se sentent sécures dans une routine. Commence le on matin est à telle pas, heure, je pense. finir le jour des vacances l'été. Je l'ai fait 3 ans, là, puis je me voyais pas faire ça pour les 30 prochaines années. Fait que j'avais déjà commencé à donner mon nom dans des médias, tout ça. Puis curieusement, c'est Radio-Canada à Montréal qui m'ont appelé, qui ont dit, écoute, on cherche un gars au sport le matin. Puis c'était l'été. Fait que moi, ça tombait bien. J'étais en congé d'école. Puis il dit, bon, il y a des tests à passer, puis tout ça, parce que Radio-Canada, ils ont une façon de faire qui était plus rigoureux avant. Qui est encore assez rigoureuse un peu moins. aujourd'hui, mais qui était très rigoureuse dans ces années-là. Et je me présente là, passe les tests, tout ça, pour apprendre le lendemain que, OK, ça marche. Tu commences lundi. Non, il y avait besoin de quelqu'un. C'est là. C'était pas compliqué. Il y a un gars le matin qui travaillait là, on ne le nommera pas, mais il n'était pas capable de se lever le matin. Parce que rédacteur au sport le matin, il fallait que tu sois à ton pupitre, assis, prêt à travailler à 4h30 le matin. Parce que l'émission du matin, qui était Joël Le Bigot à l'époque, commençait à 6h. Fait que moi, il fallait que j'arrive, que je fasse mon bulletin, qu'il soit prêt à 6h moins 10. Raymond Lebrun, qui était le journaliste au sport à l'époque, ramassait le bulletin, puis il s'en allait en ondes avec. Fait que moi, j'étais vraiment à la rédaction. On me voyait pas nulle part, on m'entendait pas nulle part. Je préparais des bulletins de nouvelles. Ça aussi, j'ai fait ça 3 ans. J'ai aimé ça, mais en même temps, je me disais... un petit quelque chose encore. Là. Ben, c'est parce que Radio-Canada, c'est un emploi syndiqué. Et avant que tu aies, disons, des opportunités, des avancements. Opportunités, c'est le bon mot. Ça aurait été très long. Mais j'ai même pas eu à décider parce que Radio-Canada m'a envoyé une lettre en 90 parce que Raymond Lebrun prenait sa retraite. Puis, pas en 90, en 92. Puis on a décidé que vu que Raymond prenait sa retraite, ben moi aussi je prenais ma retraite. En fait, dans les fêtes, on payait 2 gars le matin pour faire la job. Raymond lisait le bulletin de nouvelles, moi je l'écrivais. Puis là, ils ont dit, le prochain qui va arriver va faire les 2. Fait qu'on a aboli mon poste. J'ai, dans les fêtes, été le dernier rédacteur au sport le matin à Radio-Canada. Quand Louis Hardy a remplacé Raymond, Louis écrivait ses nouvelles puis allait les livrer en ondes. Fait que moi, ma job n'existait plus. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Daniel Hérault, qui était le chroniqueur automobile à Radio-Canada le lundi matin dans l'émission Joël Le Bigot. Puis lui, il est venu me voir un moment donné, puis il dit, « T'as-tu du temps de libre dans tes journées, tout ça? » J'ai dit, « Mes après-midi, oui, parce que moi, à midi, j'ai fini. » Fait que j'ai commencé à écrire, réécrire un peu de texte pour le livre. J'ai cherché des prix d'assurance. C'était le carnet de la route. Le carnet de route. Carnet de route. Puis l'année suivante, c'est-à-dire, j'avais rencontré, non, 2 ans plus tard, j'avais commencé à temps partiel en 91 pendant que je travaillais encore à Radio-Canada. Puis en 92, il avait signé une entente pour faire un livre en anglais pour le Canada, puis en anglais pour les États-Unis. Puis là, je cherchais quelqu'un à temps plein. Fait que j'ai levé la main. Je dis, moi, j'ai du temps, là, j'ai plus de job dans 3 semaines. C'est comme ça que je suis arrivé en automobile. Bing. Paf. Puis ça fait 33 ans. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis, moi, je pars mon livre? L'année avant que Daniel Hérault termine, c'est-à-dire que Daniel Hérault, en 2000, il venait à moi puis il dit, écoute, moi, j'avais déjà d'autres contrats. J'avais une émission de radio, j'avais les journaux chez Transcontinental. Tout en automobile encore. Tout en automobile. Puis il dit, ça va être mon dernier livre. Il dit, moi, je prends ma retraite l'année prochaine. Je suis en train de faire celui-là. Puis il dit, après ça, je me retire. Fait que moi, j'ai su 1 an avant tout le monde qu'il n'allait pas avoir de carnet de route l'année suivante. Puis, il voulait pas te vendre carnet de route? Ou? Oui, mais il me demandait beaucoup trop cher. Ouais, c'est ça. J'étais pauvre à l'époque. Ouais. J'étais encore pauvre, mais mettons un peu moins pauvre qu'à l'époque. Table ici, non, le prix qu'il me demandait pour le livre, je n'étais pas capable de le donner. OK. C'était trop d'argent pour moi. Puis, je suis retourné chez nous en me disant, ben oui, mais je vais m'en partir un livre. Je dis, ça me coûte quoi, là? Rien partir? Bon, rien, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Tu sais, c'est mais beaucoup tu pars moins pas avec cher. un moins... C'est ça. Mais moi, j'avais l'idée, je savais qu'il n'y aurait pas de livre, mais j'avais pas d'équipe. Il y avait juste moi, là. Moi, Daniel Hérault, il y avait Daniel, moi, Luc Gagné, qui a donné un coup de main à Daniel, puis Jacques Gervais, que je salue, qui était le correcteur, tout ça. Mais c'est pas une grosse équipe.
Fait que moi, je suis allé voir Michel Crépeau, qui avait Autojournal à l'époque. Puis Michel avait une équipe. Il y avait des journalistes qui étaient pour lui. Il faisait des magazines. Il y avait un service de comptabilité. Tu sais, il y avait une business. C'est ça. Fait que je suis allé le voir. Je dis, Michel, l'année prochaine, il va rester un qu'un livre sur le marché. Parce que Daniel Hérault ne revient pas. Ça va être son dernier. J'ai dit, ça sera le temps, là. On pourrait sauter dans l'espace qu'il y a de vide puis remplir le trou. On y a pensé 7 secondes. Puis on a dit, OK, go. Mais là, quand je suis arrivé avec cette idée-là, moi, en juillet, la première année du livre, là, le premier annuel de l'auto, là, oh, Seigneur, qu'on l'a roulé. Parce qu'on est parti tard. Vous aviez une compétition, Jacques Duval. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, il écrivait un livre, Jacques. Ben, Jacques a fait le guide de l'auto toute sa vie. Mais à l'époque où moi, je suis arrivé avec Daniel Hérault, Jacques travaillait chez Ford à l'époque. Oui. Il avait Jacques, lâché le guide. Il avait lâché, en fait, il n'avait pas lâché le guide. Ben, Il avait cédé le guide à Denis Duquette et à Marc Lachapelle. C'est en quelle année, ça? Ça, c'était en 85. Moi, je suis 85, arrivé en 92. Jacques est revenu, si ma mémoire est bonne, en 95 parce qu'il avait un contrat de 10 ans avec Ford. Puis il avait commencé en quelle année, lui, dans les années 70? 66. 66. Ouais, parce que Jacques, c'est une idée d'Alain Stanquet. Alain Stanquet, qui était éditeur, c'est ça. avait dit à Jacques, tu devrais mettre sur papier les autos que tu as essayées cette année. Parce que des voitures de presse, ça n'existait pas dans les années 60. C'est lui qui a fait le... Jacques avait des offres de concessionnaires, un peu comme toi, Marcel, qui disaient, écoute, moi, te passer telle auto pour une couple de jours, puis dis-moi ce que tu en penses. Puis bon, les gens qui ont les premières années du guide de l'auto, c'est loin d'être complet comme aujourd'hui. C'était pas vraiment tous les véhicules qu'il y avait, c'est tous les véhicules que Duval avait essayé pendant l'année. Fait que, tu sais, c'était tout petit, là. Mais c'est ça qui a commencé la business ici. On avait commencé aux États-Unis, mais pas des livres, c'était des magazines. Tu sais, Car and Driver, Road and Track, Automobile Magazine avaient déjà, à cette époque-là, des équivalents de gens qui essayaient des autos. C'était mieux organisé aux États-Unis. Puis c'est un peu à cause de Duval qu'il y a eu un peu beaucoup la même chose ici. Puis là, ben, au fil des ans, il y a des compagnies qui se sont dit OK. Parce qu'au début, là, les journalistes automobiles au Québec, c'était Jacques Duval, c'était Jacques Bienvenu, puis c'était Jacques Rainville. Les trois Jacques. Jacques Rainville était à Québec, Jacques Bienvenu était au Journal de Montréal toute sa vie, puis Jacques Duval avait La Presse, puis le Guide de l'auto. Puis bon, ben tranquillement, ils ont dit, OK, ben là, s'ils sont pour parler de nous autres, OK, on va lui passer des autos. Bon, moi j'ai pas connu ça. En 66, j'avais 2 ans. Là. C'est ça. Mais c'est ce qui a fait qu'il y a eu, à un moment donné, un système organisé, que les compagnies se sont dit, OK, on va prêter des autos. Puis le métier est né à travers la succession de ce qui s'est passé dans ces années-là. C'est vraiment les autres qui ont débroussaillé. Ils ont fait le... Ils ont fait la traite pour tout le monde. Absolument. Peu importe ce qu'on... C'était des grands souliers à mettre dans un sens quand tu compétitionnais une guide de l'auto puis tout ça. Un gars qui avait jamais fait ça, c'était une aventure. En fait, moi, j'avais l'expérience du livre parce que je l'avais fait pendant 9 ans avec Carnet de route. Fait que j'avais une bonne idée comment fonctionnait un livre. Okay. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, t'es culotté, là, parce que le guide de l'auto, tu sais, c'est un best-seller depuis que ça existe. Ouais. On fait 60 ans cette année, là. Ouais. C'est quelque chose, là. » Mais j'ai dit « Oui, mais Carnet de route se vendait bien. Carnet de route n'est plus là. Moi, je suis un élève de Daniel Hérault, donc beaucoup de gens qui achetaient Carnet de route sont naturellement venus chez nous parce qu'ils retrouvaient des choses qu'on avait dans le Carnet de route. J'ai jamais eu de problème à vendre. Là. Moi, ça c'est ma 25e année cette année. Puis le livre, malgré tout ce que les gens disent, ça se vend encore bien. On est un peu l'exception à la règle. Malgré toute l'information qu'on peut avoir sur les livres maintenant avec Internet, il n'y a rien d'aussi pratique qu'un livre. Mais c'est rendu... c'est une Bible. Là. C'est une Bible. Ça, tout est en même place. Ouais. C'est ça que les gens me disent. Moi, là, j'ai pas à aller faire 14 sites web pour trouver... Tout est là. C'est ça. Tu changes de page, tu dis, tel modèle, oui. Là, tu vas ouais. Mais c'est plus que ça. C'est ancré au Québec des livres automobiles. Tu arrives dans les maisons, c'est des collections. Tu as toutes les dates. Moi, j'ai acheté la première année, je l'ai acheté. J'étais ticu.
Parce que j'avais le guide, j'avais les deux, puis là, dans ma chambre, c'était le guide, l'annuel, c'était ma collection, là. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Je suis là depuis le début, là. Mais je pense que tu prends ton livre, tu le mets en anglais, t'auras pas le même succès, là. C'est pas la même culture. C'est pas la même culture. Tu sais, du côté anglais, on est habitué d'acheter des magazines. Fait qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Puis c'est plus difficile parce que la langue nous aide beaucoup au Québec. On a des distributeurs qui peuvent évidemment couvrir toute la province. Moi, je suis maintenant mon propre éditeur, mais on peut bien fonctionner en français. En anglais, c'est plus difficile parce que tous les éditeurs ne sont pas canadiens. Il y a des éditeurs américains qui sont au Canada anglais et eux te disent « Ouais, on va te donner moins en redevance, mais on va t'amener aux États-Unis. » Le problème de mon livre, ça me prend un autre livre si je vais aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils sont en pied, en pouce, en mille à l'heure, en mille au gallon. Il y a à peu près 20% du parc automobile qui n'est pas le même parce qu'il y a des versions d'auto aux États-Unis qu'on n'a pas ici. Il y a même des modèles d'auto qu'on n'a pas ici. Il faudrait tout refaire. Ben là, c'est 2 livres. Là. Je m'embarque, là, 2 livres, c'est du stock. Mais en anglais, il faudrait le faire autrement. Puis on l'a fait avec Daniel Hérault dans Carnet de route en 94, 95, 96. On a produit un livre en anglais qui s'appelait Road Report, puis Road Report US avec Chilton Books. Ça a très bien fonctionné, mais ce qui était très drôle, on était avec Addison Wesley à Toronto pour le Canada anglais, puis Addison Wesley, ce sont des éditeurs de livres scolaires. Alors que dans le monde du livre, tu as toujours un pourcentage de retour parce que le livre, ça fonctionne par consigne. Tu envoies des livres, c'est des préventes, puis au bout de 7-8 mois, ce qui n'est pas vendu, tu le retournes puis tu les rembourses. C'est rarement des ventes fermes. Donc, il faut toujours que tu calcules qu'il y a un pourcentage de perte qui ne se vendra pas. Mais dans le livre scolaire, c'est pas le cas. Une commission scolaire te demande 5000 livres parce que... Ils n'ont besoin, ils vont le vendre. Là, les 5000, là, la facture. Puis le monsieur d'Addison Wesley, je me rappelle, il avait appelé à un moment donné en panique, mais vraiment en panique. Moi, j'étais avec Daniel Hérault chez lui, puis le monsieur, là, la voix chevrotante, là, puis il nous explique, il dit « On a eu des retours. » Là, nous autres, on se dit « Ah, Seigneur, tous les livres sont venus, ça s'est pas vendu. » Non, il y avait eu 2200 retours sur 25 000 livres. Puis Daniel dit « Ben, monsieur, c'est extraordinaire. » C'était un succès. Mais lui, il n'avait jamais ça, des retours. Lui, là, il était stressé. Le gars, il paniquait. Il a fait ça 3 ans, puis il a arrêté. Là, il était en train de faire des boutons. Mais ça a été un franc succès. Donc, oui, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, c'est difficile dans le marché d'avoir ça à un prix intéressant et les redevances qu'on doit donner aux distributeurs et aux éditeurs sont élevées. Tu as une petite marge pour faire de l'argent, donc ça prend une bonne dose de courage. Parce que là, il y a des difficultés que ça... Moi, écoute, on se parle souvent à propos du livre, là, depuis 3-4 ans. Là. Le papier. Le papier. Il y a eu la COVID, il y a eu... Écoute, t'as été obligé, justement, là, tu viens de dire, là, t'es ton propre éditeur parce que... Parce que la presse m'a abandonné avant la fin du contrat. Eux, dans le COVID, étaient trop craintifs qu'on ferme les librairies, qu'on ferme les magasins de livres, qu'on n'ait plus accès à l'achat de livres, et eux ont préféré se retirer. Ils m'ont averti un petit peu tard. Ils m'ont averti un 9 juillet, alors que j'ai le 7/8e du livre qui est fini. Là, j'ai dit, bon, je vais le faire. Ça va me coûter plus cher de ne pas le faire que de le faire. Je l'ai fait. On était chanceux. La presse avait raison. Ils ont fini par fermer les magasins. En fait, ils avaient fermé comme les Costco, les Walmart, parce qu'ils disaient, les libraires, avec raison, se plaignaient de dire « Hey, ils peuvent pas acheter de livres chez nous, mais ils en achètent au Costco, au Walmart. » Fait que là, le 23 décembre, ils ont tout fermé. Mais bon, le 23 décembre, on a une bonne partie de nos ventes de fête. Fait que, oui, ça a fait mal, mais ça aurait fait beaucoup plus mal s'il avait fermé le 1er novembre. Là. Fait qu'on a réussi, puis l'année suivante, on avait récupéré une bonne partie là, de la normalité. On a pu continuer. Mais oui, il y a eu un moment de panique en 2020. Là. Oui, absolument. Oh, oui. Mais tu t'en es bien tiré. On a continué. Puis, comme je l'ai dit, les ventes sont assez stables. Donc, c'est encore une aventure que je trouve intéressante. C'est encore une belle carte de visite. Un livre, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'autres contrats dans ma vie
parce que j'avais un livre. Tu sais, quand tu vas te présenter à une entrevue, puis tu mets le livre sur la table, je fais ça dans la vie. Ouais, c'est moi qui dis. C'est assez sérieux, là. C'est ça. Tu dis, OK, ce gars-là, il met du temps là-dessus. Là. Moi, il faut que je mette d'autres choses sur la table pour avoir de la sérieux. Les gens qui achètent le livre, comme tu disais, Yoann, ce sont des gens comme toi et moi qui collectionnent ces livres-là. Des passionnés. C'est des passionnés. Ben, ça, je te dirais que c'est un tiers de notre clientèle. Nous autres, là, il y a un tiers des clients, ils achètent le guide, ils achètent l'annuel, puis quand il y avait l'almanach de l'auto de Jacques Rainville, ils achetaient l'almanach, ils achetaient tout. Ça, c'est un bon consommateur pour tout le monde. T'as un tiers que c'est un cadeau. Là, tiens, cette année, j'achète ça à mon oncle, mon parrain, mon père, le beau-frère. Ça reste que c'est dans la passion. Toujours dans la passion. T'achètes pas ça à quelqu'un qui... Tu sais, t'achètes ça à quelqu'un qui aime l'auto. Ouais. Puis le dernier tiers, je te dirais que c'est moi je les appelle les acheteurs occasionnels. C'est des gens que ça fait 5 ans qu'ils ont leur voiture, puis ils disent, bon, l'année prochaine, ce sera peut-être le temps de changer l'auto. On va acheter un livre. C'est les autres qui fluctuent. Puis là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de bon cette année pour nous autres. Mais tu sais, c'est à peu près un tiers. Là, c'est pas mal ça, nos acheteurs, là, chaque année. Mais le guide, c'est quelque chose, c'est plus aussi que juste des recommandations, c'est une bonne voiture, c'est une moins bonne voiture, tout ça. Vous faites souvent les voitures de on appelle ça, là, les voitures du futur, là, tu sais. Oui, les prototypes. Les prototypes, les concepts. Bon, excusez-moi. Ben, tu sais, on essaie de donner, bon, on a des reportages aussi, mais tu sais, évidemment, puis on est 16, là. Il y a 12 auteurs dans l'annuel d'automobile, là. Tu sais, il y a presque 300 textes à écrire par année. Mais tu sais, on est tous des passionnés. Moi, dans l'équipe, tout le monde ne vit que de ça. J'ai personne d'autre. Non, c'est pas vrai. Daniel Beaulieu, c'est vrai. J'ai Daniel qui est un ingénieur de formation, mais qui garde un peu de temps. Lui, il a une job de jour. Mais la plupart ne font que ça. Ouais. Et, tu sais, j'essaie de dire à tout le monde, mettez vos tripes dans le texte, là. Jasez-moi. Il faut que ça soit le fun, que ça soit divertissant à lire. Tu sais, ça se lit par petits bouts, tu sais. C'est pas un roman, là. C'est 2 pages, les essais. Fait que tu peux lire, promener d'un bord à l'autre. Moi, il y a des gens qui me disent, là, moi, je le lis dans l'année, il est lu. Quand le prochain arrive, on a hâte, on repart ça. Puis les gens regardent ça. C'est pour ça que le livre est de qualité, parce que c'est des livres de collection. Les gens mettent ça dans la bibliothèque. Puis souvent, moi, dans les salons de l'auto, comme à Montréal, j'amène mes anciens livres. Puis j'en vends chaque année parce que je dis, hey, j'ai pas le 2005. Juste pour compléter, ou j'ai acheté tel modèle 2010, puis je vais voir que vous disiez dans le livre, je vais en garder un exemplaire. Bon, tu sais, c'est toutes sortes de raisons. Mais c'est-tu dur d'avoir de l'information comme sur les prototypes, ces choses-là? Oui. Oui, c'est compliqué. Les compagnies fermées sont fermées à ça? Ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies chaque année qui vont me faire signer des décharges sur, bon, tel produit ne peut pas être montré avant telle date. Ou tel produit, vous pouvez écrire tant de choses. Bon, j'ai aucun problème à signer tout ce qu'il faut, mais ça me prend l'information. Tu les as toujours respectés? Sauf une fois. C'est pour ça que je te dis ça. Mais je pense que c'est une erreur. Là. Non, mais puis écoute, l'erreur est à pas malsaine. Hey, je peux plus te dire l'année, mais c'est dans les... Il fait pas long, fait pas si longtemps. Ça fait une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. 10, 12 ans peut-être. C'est avec Toyota. Je peux le dire, c'est pas grave. La Toyota Camry changeait complètement. Okay. Toyota nous invite à Saint-Eustache, puis le pire, c'est que je suis même pas allé. J'avais envoyé Michel Crépeau, puis je pense Antoine Joubert. Ouais. Et eux essayent le modèle, nouveau modèle, l'impression, tout ça, préparent un texte. Puis Toyota nous envoie une lettre comme quoi il y a un embargo américain sur le livre. Oui, mais j'ai dit, mon livre n'est pas vendu aux États-Unis. Fait que moi, dans ma tête, ça me concerne pas. Puis j'ai dit, ils ont fait un événement à Saint-Eustache. Alors moi, les gars ont pris des photos. Puis ça, j'ai dit, non, préparez-moi le texte là-dessus. Tout sera bien allé. La seule affaire qui est arrivée, Noah Joseph, qui est un journaliste américain qui travaille pour Autoblog à Détroit, vient de Côte-Saint-Luc. C'est un Québécois, là. Il parle français comme vous puis moi. Il est allé voir sa famille l'été. Le jour où le livre est sorti, là, il ne pouvait pas mieux tomber que ça. Puis lui connaît le livre, on se connaît, c'est un collègue. Il voit ça, lui, probablement d'une librairie à Montréal quelque part, ramasse ce livre, commence à feuilleter ça, puis il voit
Bang! Hey, si-tu- La nouvelle Camry sur 2 pages parce que Toyota avait une campagne de publicité de 4 semaines aux États-Unis où ils dévoilaient genre un coin de l'auto par semaine. Puis là, tu tombes en plein début de campagne. Lui prend une photo des 2 pages, met ça sur Autoblog aux États-Unis. J'ai su ce jour-là à quelle vitesse voyage l'Internet, mon vieux. Écoute, j'ai été inondé. Le Japon a appelé chez nous Tu me dans la niaises. même journée. Non. Puis j'ai été sur la blacklist de Toyota pour 1 an. Pas de char, pas de lancement, rien. Mais c'est un embargo américain. Moi, si Noah n'était pas venu chez eux, on n'aurait sous le jamais radar. entendu parler. Sous le Ça a radar. peut-être été in pareil. Le gars, lui, c'est sûr que c'était bon pour lui, d'après moi. Tout le monde en a parlé. Ah, tout le monde en a parlé. Bon, que- je suis pas particulièrement content. C'est... Non, c'est ça, c'est le genre d'affaire Mais- que moi, mais- je Peut-être des choses, mais- tu sais. Mais c'est ce que j'avais dit à Toyota. J'ai dit, écoutez, vous m'avez tout expliqué ça, mais j'ai dit, c'est un embargo américain. Parce que moi, il y avait 2 pages de prêt. Il y avait les 2 pages de l'ancien modèle, mais je me dis, crème, ce modèle-là est plus bon dans 10 semaines. J'ai dit, on va mettre le nouveau. Puis, il n'y a personne aux États-Unis qui va voir ça. Le livre n'est même pas en vente aux États-Unis. Bon, alors, ça m'a redonné une leçon. C'est clair. Mais quand tu parles de Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, nomme-les les véhicules de prestige comme ça, Bentley, Rolex, nomme-les toutes. Sont-ils J'ai juste ouverts? nommé ce qu'il y avait dans le garage. C'est ça. bon, Marcel. Tu as nommé un char qui est en Créez bas. pas ça, là. Créez pas ça, là. Ces compagnies-là, il me semble, ils ont un avantage de dire, regarde, oui, on a un nouveau modèle, pas créé un engouement, c'est des petits volumes. Le problème de ça, c'est que la réalité des livres automobiles, c'est une réalité québécoise. Il n'y a pas ça aux États-Unis, il n'y a pas ça au Canada anglais, il n'y a pas ça nulle part sur la faut que ça planète. adapte. En Europe non plus. Il y a une compagnie qui faisait un livre pour le Salon de l'Auto à Genève. Je suis allé à Genève à peu près 8-10 fois, j'en ai chez nous. C'était une compagnie basée en Suisse qui faisait le livre en allemand et en français. Mais c'était pas une analyse, c'était une espèce de catalogue de toutes les compagnies automobiles dans le monde, de A à Z. Oh. Tu avais Zenvo qui est en Europe de l'Est, ça commençait, c'était pas Acura, c'était un autre, Abarth, je pense, ou en tout cas. Mais t'avais, puis c'était sous forme, c'était un gros catalogue, là. C'était pas une couverture rigide, c'était pas la même qualité de papier. Mais c'est la seule affaire que j'ai vue. Qui se rapprochait. Puis tu as eu aux États-Unis, à l'époque où on faisait carnet de route, Intelligence Choice, qui était une compagnie qui appartenait, je me rappelle plus si c'est Car and Driver ou Motor Trend, mais une des 2 compagnies qui faisait un peu plus petit que nous autres en 2 volumes. Tu avais un qui était sur les autos, l'autre qui était sur VUS et camions. Puis ça a duré 2-3 ans. Mais j'ai jamais rien vu d'autre là-dessus. Non, Fait que quand c'est ça, c'est assez t'expliques à un unique. constructeur, tu fais un livre, il comprend pas. Hey, moi, combien de livres j'ai envoyés en Europe, au Japon, en Corée, pour que les gens saisissent. Parce que les gens, un livre, là, ils pensent à un livre de poche là, que tu te rends. Tu sais, quand ils voient la brique, là, ils en disent, « Ah, Seigneur, OK. » Quelque chose de sérieux. Là. Je me rappelle, il y a Jean Todt. J'avais rencontré Jean Todt chez Ferrari. Puis il m'avait écrit une lettre. Parce que Jean Todt est francophone. Donc, il a lu le livre. Puis il me remerciait en disant que vous en faites vraiment un chaque année. Lui, il regardait l'épaisseur de tout Ben, c'est de l'ouvrage, là. chaque Du année. travail, là. Ben oui, on en fait chaque année. J'avais fait des approches il y a longtemps avec le moniteur automobile qui est en Belgique, avec Gaétan Philippe, qui était un des rédacteurs en chef là-bas. Puis lui, il dit, écoute, on aimerait ça, faire ça, mais eux autres faisaient un magazine aux 2 semaines à l'époque. Ils disent, on n'a pas le temps. On n'a pas un trou dans l'année pour se lancer là-dedans. Mais lui, il trouvait l'idée excellente, puis il aurait aimé ça pousser son idée plus loin. Road on Track, Car and Driver, c'est beau. Moi, je l'ai acheté souvent, puis d'autres revues. Mais souvent, c'est 1 ou 2 modèles qui vont te parler. Ah ouais. Souvent, des modèles d'exception. C'est rare qu'ils font cette semaine, le comparatif, je sais pas, le Toyota Corolla contre la Nissan, je sais pas trop quoi, etc. C'est rare que tu vois ça. C'est rare que tu vas voir ça. beaucoup Mustang, Camaro, Puis il faisait Dodge, Hamas. les magazines américains, une fois par année, faisaient une espèce de récapitulatif de ce qu'ils Ouais. avaient fait pendant l'année. C'était comme le petits le codes, buyer's ouais. guide, là, Ouais, c'est ça. les meilleurs achats de l'année. Ouais. Mais c'était souvent juste des articles qui étaient déjà écrits, qui reprenaient là-dedans. Mais sous la forme d'un livre, non, c'est assez rare. Fait que
c'est pas facile de convaincre les compagnies de dire, regarde, là, nous autres, on passe 6 mois de l'année là-dedans. Là, Mais pourtant, c'est pour acheter, c'est le véhicule idéal en parlant du livre. Oui. Parce que si t'attends d'avoir une revue pour te dire je veux m'acheter je sais pas. Il faut t'attendre que la revue en parle. Là. Il faut que t'attendes la revue en parle. C'est ça, exact. Puis c'est une parution par mois. C'est probablement une des raisons pourquoi ces livres-là fonctionnent encore assez bien. Parce que c'est probablement la seule occasion que tu as dans l'année d'acheter un livre où tout est là. Exact. Avec des opinions. Avec des opinions, des essais. On a une deuxième opinion, bon, et tout, là. Mais c'est une occasion unique. Là. Le public québécois est assez gâté. Oui, définitivement. Puis ça, un livre comme ça, là, tu le vends. Et combien ton livre? Un peu moins de 40 là, c'est 36,95. OK. Mettons, t'enlèves la pub, là. J'ai pas de livre. Combien peux pas avoir de livre. Combien tu En fait, les grandes maisons d'édition, j'ai été aux Éditions de l'Homme, j'ai été chez Transcontinental, j'ai été aux Éditions La Presse pendant plusieurs années. Les grandes maisons d'édition ont droit à des subventions. Et écoute, les dernières que j'ai eues, ça fait quand même, je pense que c'est 2008, donc ça fait 17 ans de tout ça. C'était autour de 80 000 $. Donc, ça paye une partie de ce que ça te coûte faire le livre. Mais les petits éditeurs, tu sais, moi, j'ai un livre. C'est tout. Je ne suis pas une maison d'édition, moi, là. Ouais, là. tu fais une affaire d'usage avec ces... L'occasion, on l'a fait, on le fait plus. OK. Mais au mieux, j'ai eu 2 livres. Au mieux. OK. Tu n'as pas accès à aucune subvention. Mais fait que moi, si je veux amortir le coût, faut que je vende de la pub. C'est drôle parce que d'habitude, c'est les petits qui ont besoin d'argent. Oui, mais on en parlait avec Carl Nadeau, puis c'est le même principe. Les gros sont solvables, donc ça ne gêne pas trop de passer un gros. Tu sais qu'il va te rembourser un petit. Vas-tu revoir la couleur de mon argent? C'est juste... C'est tes donnes. Mais on n'a pas droit. Nous, on a comme petit éditeur. Fait que moi, c'est pas compliqué. Faut que j'aille de la pub dans le livre. Si j'ai pas de pub, il n'y a pas de livre. Ben, mettons, là, tu dis, comme ça. J'ai pas de pub, je mets un livre en vente, il coûte combien le livre? Minimum 70. Je pourrais pas le vendre. Puis il faudrait que j'en vende la même quantité que je fais là. En gardant le même nombre de livres vendus que j'ai en ce moment. En bas de 70, je pense pas que je fais de l'argent, mais personne ne va acheter ça à 70$. Personne. Puis pourtant, tu vas en Europe, puis des livres comme ça, là, c'est 70$. Puis c'est 80$, puis c'est 80$. Tu l'as dit, je pense que les Québécois sont gâtés. Ah, très. Hey, au Costco, tu peux avoir ça à 25,99$. Là. Imagine. Seigneur, je pleure à chaque fois que je vois le prix. Là. mais c'est pour ça, c'est probablement pour ça qu'on en vend aussi une bonne quantité. Ouais. Mais il faut en vendre beaucoup. Je pourrais même pas vivre avec 5000 livres vendus. Je pourrais même pas vivre avec 10 000. Parce qu'à un moment donné, tu as la quantité, Ben, fait baisser le prix chez l'imprimeur. Exact. Mais il faut que tu ailles, tu sais, on se fait toujours un budget, puis on a un break-even. On dit, bon, ben moi, là, mon premier dollar de profit, il est après à 12 500 ventes ou 13 000 ventes. En bas de ça, Parce qu'il faut que tu payes les journalistes, il faut que tu payes l'imprimeur. Puis c'est du papier de qualité. L'imprimeur coûte cher. Ah oui. Puis ça a augmenté. Moi, mon coût d'imprimeur a augmenté de 40% depuis la pandémie, là, 5 ans. Fait que 40%, c'est ça, ton premier c'est dollar. le profit qu'on a pu, là. Fait que c'est... Non, ça prend une bonne dose de courage. Vous n'avez pas de frais de douane, une sérieusement? Le papier. Imprimé au Québec. Et il est vendu au Québec. Mon papier vient des États-Unis, mais c'est un moulin européen. Pour le moment, j'ai pas de douane. On verra bien, là. Mais Astigui, ses douanes embarquent là-dedans. Là. On voit comment que les économies sont intégrées. Hein? On parle de livres, tu parles d'auto, tu parles de téléphone, n'importe quoi. Les pièces, il y en a fait un peu partout. Puis tout ça, on avait un beau principe d'économie intégrée, cette valeur. S'il y a un pays, en ce moment, là, j'écoute bien des affaires d'économie, des pays en développement, s'il y en a un qui tombe, c'est un domino en ce moment. On est tellement tout intégrés mondialement. Là. C'est parce qu'on a bâti une économie de cette façon-là. Puis là, bien évidemment, M. Prom est en train de toucher ça à terre. Là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Voilà. Je me donne 6 mois, là, mais j'ai hâte de voir. Puis en parlant d'avenir, là, Ouais. on a pour combien de temps avec le livre? Tant que les gens vont aimer ça et qu'ils vont me l'acheter. Ouais. Tu
sais, moi, j'ai pas vu... Écoute, j'ai pas eu d'augmentation de vente, mais j'ai pas eu de baisse significative de vente. Le jeu en vaut encore la chandelle. C'est clair que si le papier explose à un moment donné, ça tiendra pas debout, là. Tu sais, si je suis obligé de le vendre 50$ à un moment donné, j'arriverai plus à avoir les chiffres que j'ai là. Non, Il y a des réalités économiques. Là, cette année, il y a un manque de papier parce qu'il y a un moulin qui faisait du papier fin pour les livres qui a fermé aux États-Unis. C'est un des moulins où on s'approvisionnait. En fait, il n'a pas fermé. Il s'est converti. Il s'est converti dans le papier d'emballage. Fait que là, cette année, je me suis fait un peu presser les doigts pour aller plus vite, pour choisir mon papier rapidement. Un autre. Puis tu sais, tu as des places comme le Costco qui ont déjà éliminé la vente de livres aux États-Unis. On est réduit à 2 tables de vente pour le Canada. C'est sûr que si Costco décide demain matin de ne plus vendre de livres au Canada, il va falloir que je m'assoie et que j'y pense sérieusement. Parce que Costco c'est voulait plus vendre gros devant, vendeur. C'est un gros vendeur. Fait que tu sais, il y a peut-être des réalités économiques qui vont rattraper le monde du livre, mais pour le moment, si on réussit à tenir ce qu'on a, ça va. Mais as-tu une relève? J'ai une relève. Ouais. Oui. Il y a des gens dans l'équipe là, qui pourraient continuer ça. Là. Mais pour le moment, j'ai encore quelques bonnes années devant moi. Là. Ben oui. Ce livre-là t'a permis de te positionner en tant que journaliste influent au Québec. On va se le dire, on se le cachera pas. oui. Là. T'es probablement, tu sais, faire du name-dropping un peu. Antoine Joubert est un journaliste automobile important. Ouais. Toi, tu es pas mal dans cette... Gabriel aussi, Gabriel, tu sais, t'es dans ces Oui. eaux-là. Ça t'a permis de voyager partout au travers le monde. On en a fait pas mal, oui. Tu sais, pour pas essayer mal. des voitures. Bon, une couple d'affaires intéressantes pour moi. Ben écoute, tu sais, le livre, c'est que ça a toujours été ma carte de visite. À cause du livre, j'ai pas avoir une émission de radio. À cause de l'émission de radio, j'ai pas avoir les journaux chez Transcontinental. À cause de Transcontinental, j'ai été capable d'avoir d'autres contrats. Le web est arrivé en chemin, parce que moi, quand j'ai commencé, le web n'existait pas. J'ai commencé tôt à voyager, parce que même avec Daniel Hérault, lui n'aimait pas particulièrement voyager beaucoup. Il choisissait ses lancements, puis il m'envoyait à certains lancements pour le carnet de route. Donc, c'est moi qui ai ramassé les notes. J'ai fait beaucoup Ford au début. Après ça, j'ai fait très tôt Volkswagen, Audi. Audi m'a emmené partout sur la planète. Là, littéralement, il n'y a pas une... En tout cas, je parle des places civilisées. Là, je suis pas allé dans des coins reculés de la Puis forêt encore, vierge. tu dis BM, mettons, c'était-tu BMW au Mexique? Je suis allé avec Audi au Mexique. Puis c'était pas là un petit Cessna, puis il y avait du monde armé qui... T'étais pas allé à ce voyage-là? Non. Non, Ah ça, oui. C'était avec Volvo. Volvo? C'était avec Volvo. Parce qu'on traversait, on partait de Phoenix, en Arizona, puis on s'en allait au Mexique, mais dans une espèce de petite citation là, à hélice, là, une affaire. Et il fallait arrêter, montrer nos passeports sur une base militaire qui était à la frontière du Mexique et des États-Unis. Donc, on a littéralement atterri, puis tu as des militaires armés qui sont rentrés, qui ont vérifié nos passeports, ils ont dit « OK, tout est beau », ils ont fermé la porte, on est reparti, puis on a atterri à San Francisco. Parce que c'était pas San Francisco, San Francisco, qui est rien, c'était un aéroport en sable avec deux cabanes, puis les Volvo étaient là, puis ils nous attendaient. On avait traversé, en fait, on a fait une partie du circuit du Baja 1000, qui mène à Los Cabos. On ne s'était pas rendu, mais c'était intéressant parce qu'on n'était pas dans le Mexique touristique. Non, c'est le Mexique Dans profond. le Mexique là, de monsieur, madame, tout le monde. Puis tu dis, oh, c'est assez pauvre le Mexique. Hein? Oui. C'est pas riche le Mexique. Mais ça avait été un très, très beau voyage. On s'était beaucoup amusé, ça. T'as-tu connu un lancement avec Lada? Lada était au Canada à un moment donné dans les années 80. Il y en a eu un que j'ai pas connu, mais que Denis Duquette m'a raconté avec force et détails. Lada avait fait un lancement pour aller voir l'usine de fabrication en Russie. C'était en 86 ou 7. C'était avant moi. Moi, je suis arrivé en 91. Disons à temps plein en 92. Le mur, Et le mur de Berlin, c'était quelle année? 90. 90, OK. Fait que 89, ça faisait pas longtemps. fin 89. Ça faisait pas longtemps. Et
durant le vol, une fois qu'ils ont été là-bas, écoute, il n'y avait tellement pas de budget que les journalistes avaient fourni une partie du montant de retour de leur poche. Oh my Parce God. que la personne qui était là de l'ADA avait pas assez d'argent pour payer pour tout le monde pour revenir. Ça a été assez folklorique, paraît-il, mais non. Moi, j'ai eu des voitures de l'ADA en essai, des voitures de presse. J'ai eu la Dennis, puis la Niva, ouais. qu'on a essayé, mais je suis allé à aucun lancement de l'ADA. As-tu connu Innocency? Oui. Oui, moi, Mais j'ai ça vendu aussi. des Innocency. Mais ça, c'est avant moi aussi. 84, 85. Ouais, c'est ça. Ah, Ça, ouais. c'est avant moi, ça. Les petits moteurs 3 cylindres. Là. Exact. Ça allait bien. Oui. Ah oui, ça, j'étais pas là. Ça, Mais si ça allait bien, pourquoi tu ici? Non, sérieux, ça allait très bien. On avait un petit modèle turbo qui était super cute. Le problème, c'était un importateur, puis c'est sûr que la compagnie là-bas. Puis le problème, le défaut que les Italiens avaient, c'est qu'on les appelait, l'importateur qui était Dino Rivera à l'époque que tu as connu, il appelait et disait, écoute, là, ça rouille en arrière, tu peux-tu réparer ça? Non, c'est parfait. Ben, ça va pas prendre 5 ans. Le moteur de wiper n'est pas tout à fait à sa part. OK, on va te garder ça. Dans 5 ans, on va te régler ça. Non, mais c'est tout de suite, faut que tu règles ça, tu sais. Ouais, Ça, il y avait pas. c'était un problème. Mais les voitures, moteurs, ça C'est comme les Dacia. Là. Tu sais, Dacia, c'était des voitures roumaines qui étaient en fait des anciens brevets de Renault. Mais tu sais, il fallait que t'espères ne pas avoir de problème parce qu'il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de service. T'achetais C'était pas ça, cher, hein, mais t'sais. c'est ça, il les donnait. Les Innocency, là, de base, là, un L, là, ça coûtait 4 995. Un modèle luxueux, c'était 5 995. Puis il y avait le modèle turbo, qui était vraiment beau, qui marchait plus qu'une Z28 à l'époque, là, pour la même année, qui était 9 995. Fait que, honnêtement, c'était bien, puis c'était économique, il faisait 50 000 au galon. C'était tout petit, là. Mais non, ça, c'est avant moi. Moi, je suis arrivé, ma première voiture de presse, c'était une Corrado. Ah. Volkswagen Corrado 92. Ça a été mon premier véhicule de presse, jaune. Jaune, pas moutarde, là, un jaune banane, là, tu sais, un jaune un peu plus pâle. Là. Ouais. Mais Volkswagen a été la première compagnie qui m'a prêté des voitures. Puis je travaillais encore à Radio-Canada à l'époque. T'étais pas encore dans les... T'étais encore J'étais à temps partiel dans l'automobile. Puis je me rappelle, j'avais été passer la semaine au travail avec une Corrado. Mais je sais pas si tu te souviens, Innocency, c'était avec des Tommaso, Oui, tu sais, qui a fait absolument. la Pantera. Ouais, la Pantera qui était une machine. Oui, on n'était pas du tout extravagante. au même endroit, là, mais non, effectivement. Mais c'est Voiture les mêmes, dangereuse. c'était affilié avec eux autres, je sais pas trop, je me souviens pas assez dans le thème. Moi, j'ai essayé une Pantera. là. Oui, je sais. Mais le Pantera, je me suis assis dans une, je ne l'ai jamais essayé. Moi, j'en ai eu une. Alain, celui qui avait Moto International, qui est décédé aujourd'hui, était venu aux Légendes de la route avec une. Lui, il avait une Ford GT. Heritage, le retour en 2005, il y avait une version Heritage. Et il était venu avec un de ses copains qui avait une Pantera rouge Bourgogne, là, une super belle. Moteur 351 à l'arrière, Moteur moteur 51 central. Cleveland, absolument, moteur Ford. Un peu un kit car. Oui. Mais- Puis, bon, il fallait être petit pour arriver parce que je l'ai pas roulé, je m'étais assis dedans, mais je peux pas conduire ça. Moi. Je sais pas comment je peux conduire ça sur une longue distance. Là. T'es plié en deux là-dedans. Là. Moi, le gars qui me l'a prêté, il Il est comme nous autres. une bonne shape. Ouais. Puis il faisait Sherbrooke, Floride, à toutes les années avec. Il allait en Floride avec ça. Pointe-toi une petite rampe, puis mets-toi dans le dos à la place. Flagelle. Il y avait du courage. Il y a du courage. Mais bref, L'amour, c'est ça. c'est ça l'amour. Oui. Puis d'autres voyages? Ah, ben là, écoute. Ah non, mais on a du temps. Là. Hey, on a du temps, là. Écoute, il y en a eu beaucoup. On va essayer de l'aider, de cibler, Ouais. là, un peu comme Ah, la ok. douille. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrête de vraiment exceptionnel Hey, quelque dans le chose- bas de gamme puis dans le haut de gamme? Ah, raconte-moi quelque chose d'un autre journaliste qui s'est passé, là, qui est pas. Ah non, ça c'était. Qu'est-ce que tu veux que je bitch ici, là, en direct? Non, pas du tout. Mais à un moment donné, les Mercedes qui avaient planté, puis c'était les Russes, mais ça, c'était pas tout, c'était. C'était Denis qui était Denis. là, Duquette. Ouais, Denis ben, en Duquette. fait, ça, c'est les Russes. Les Russes sont toujours les... Ben là, ils sont peu invités au lancement. Là, C'est fini, déjà ça, là. quelques années. Ouais. Mais quand les Russes n'ont au lancement, c'était les derniers que les Chinois. Parce que les Chinois ne savent pas conduire, puis les Russes, c'est des brise-fer. Et les Russes, ils brisent tout, puis ils sont contre Saint-Cyboirise. Ah oui, ils Pour n'ont rien à poliment. foutre. Mais il y a une année où un journaliste américain
Et si ma mémoire est bonne, c'était dans le bout de Monaco. Parce qu'on a fait beaucoup de voyages en Europe. On fait encore ça avec Audi. On part, mettons, le lancement est le mardi. Bon, mais quand tu es inscrit sur un programme européen, ça veut dire que c'est un lancement d'une journée. C'est comme si, par exemple, on m'invitait à aller à Toronto. Je pars le matin, j'arrive à 9 h à Toronto, j'essaye l'auto à 4 h, te mettre dans l'avion à 6 h, tu es chez vous à 8 h. Fin de la journée. Bon, mais c'est pareil en Europe, mais là, on ne peut pas arriver la journée même. Il faut traverser l'océan. Fait qu'on part la veille. Fait que si le mardi, on part le lundi. On arrive le mardi, ils nous mettent des chars, on roule toute la journée, on se couche, puis on revient chez nous le lendemain. C'est glamour, hein? Oui, non, mais hey, tu voyages. Oui, mais bon, des fois... C'est intense, là. Mercedes, une année, avait fait ça. En fait, on fait ça longtemps. Puis un journaliste américain qui s'est endormi puis il s'est tué. Et ça a été la dernière fois que Mercedes a fait ça. Maintenant, tous les lancements à Mercedes, la journée qu'on arrive, il n'y a rien. Couchez-vous, reposez-vous, remettez-vous à l'heure. Demain, on roule. Audi fait encore ça. Donc, il faut dormir dans l'avion parce que... Tu sais, quand t'as pas bien dormi dans l'avion puis t'as une journée de 14 heures devant toi avant que tu ailles te coucher, là, Ouais. il est tard le soir et t'es fatigué. Puis en Europe, ça soupe tard. Oui. Et c'est 8 h, 9 Tu sais, on a h. fait là, des soupers BMW à 10 heures le soir là, quand t'as passé la nuit sur la corde à linge la veille dans l'avion. Ouais. Oh Seigneur, moi là, à 7 heures, je veux juste aller me coucher. Là. Mais bon, oui, il y en a, les lancements internationaux. Là, c'est un peu plus long. Il y a toujours une journée où tu n'as rien quand tu arrives. Puis il y a souvent un après-midi à cause des plusieurs vagues qui sont là. Fait que, tu sais, des fois, on part le lundi, on vient le jeudi. Des fois même, on vient le vendredi. Si la compagnie, pour sauver, va faire présenter 2 modèles, bien là, on va 2 journées qu'on va rouler. Fait que ça va s'étirer sur 5 jours entre le moment où tu pars et tu reviens. Ça, il y en a moins. Beaucoup de lancements du côté des États-Unis, la Californie. Écoute, j'ai arrêté de compter. Je suis probablement allé entre 260 puis 300 fois en Californie depuis 30 ans. Là. Ouais. Je vais en Californie 8 à 10 fois par année depuis 30 ans. Faites le calcul, là. C'est assez facile. Là. Mais ton lancement le plus fun, le plus inoubliable que tu as, là, quelque chose qui t'a marqué là, pour le restant de tes jours. Le voyage, pas nécessairement en voiture. Mercedes. C'est en voiture. C'était à la classe S. On était à l'hôtel Kempinski à Saint-Moritz, qui est un hôtel magnifique. Et quand on arrive à l'hôtel, évidemment, bonjour, Mercedes avait réservé l'hôtel pour à peu près 1 mois parce que là, c'est un lancement international. Donc, tu as des vagues de tout le monde, de tous les pays du monde qui arrivent. Et Mercedes avait littéralement un étage où les journalistes étaient. Puis, il assignait des chambres. Fait que moi, il me donne un numéro de chambre. Je rentre dans ma chambre. J'ai pas une chambre. Là. Un appartement. J'ai une maison. Là. C'est immense. Non, mais salle à dîner pour 8, le foyer, le tableau dans le coin, la salle de séjour, un balcon immense, la cuisine complète, 2 chambres. Écoute, je regarde. Fait que je vais voir la représentante canadienne. On n'a pas toutes des chambres de même. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, elle me regarde en arrière. Ah, elle dit, c'est toi qui l'as eu. Parce que comme Mercedes louait un étage, il y avait 2 suites. Ça fait partie de l'étage. Mercedes en avait gardé une comme suite hospitalité pour les journalistes. Puis j'avais l'autre. Écoute, vu sur les Alpes en avant, non, ça c'était... Tu sais, comme endroit, j'ai eu ça. J'en ai eu plusieurs. On était dans un hôtel à Man, sur la mer Égée, en Grèce. Là, j'avais une maison aussi, ça n'avait pas de bon sens, balcon privé, piscine privée. Dans l'appartement, j'avais 2 chambres, 2 salles de bain. Tu sais, t'es là une nuit. Ah non, c'est ça. J'ai dit, il aurait fallu que je passe la nuit de bout pour faire le tour de l'appartement pour voir ce que j'avais. Si on va à l'extrême, le pire? C'était un lancement de pneus. C'était avec Bridgestone et Bridgestone TKO. On est dans le Death Valley. Puis c'était un 1er avril. Il m'a toujours m'en rappelé parce que j'avais appelé Jacques Bienvenu qui s'en venait sur une vague après moi. Je pensais que c'était une joke. Il y avait neigé dans la nuit, mais pas un peu, là. Il y avait neigé. Dans Death Valley, une des places les plus chaudes au monde. Là. Il y avait neigé et... non, pas Death Valley. Mojave Desert. Ah, OK. Je suis en train de me tromper de place. Un peu plus, parce que Death Valley... Mais Mojave Desert, et là, le plus drôle, c'est qu'on était... Parce que la seule place qu'il y avait proche du départ le matin, c'était un motel.
Puis, en soi, ça me dérange pas. Sauf que là, il avait tellement fait froid dans la nuit. Là, il y avait une préposée de l'hôtel. Il y avait des fournaises à l'huile. Tu sais, des vieilles fournaises à l'huile. Puis écoute, ça devait faire 25 ans personne n'avait parti ça. La madame a passé ça. Ça puait l'huile dans la chambre. Il y avait une espèce de petite fumée. Là, j'ouvrirais pas la fenêtre, m'a gelé. Là, à un moment donné, la fumée était partie. Tu sais, le lit, je pense que personne n'avait couché là-dedans depuis un bout de temps. Écoute, c'était ordinaire. Puis le plus drôle, dans la journée, on s'est perdu. Parce que là, tu n'as plus de repères. Tout est blanc. Ben oui. Les guides qu'on avait en avant disaient, écoute, il dit, je pense que je suis correct. Il dit, si quelqu'un voit une roche toute peinte en rouge, c'est parce qu'on s'est trompé. Écoute, le gars avait pas fini sa phrase. Tout le monde avait la roche en face. Là, on était au mauvais endroit du parc. Il fallait sortir par l'autre bord. Bref, on est sorti, il faisait presque noir du parc, puis les gars ont emprunté une clôture qui est fermée habituellement. Puis ils avaient passé les camions par-dessus la clôture sur un bord parce qu'ils disaient on est trop loin de la sortie. Puis là, tu veux pas rouler de nuit, là. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Là. Il fait noir chez le diable. Fait que ça, c'était... C'était assez raté de bout en bout, ça, c'était lancement-là. Un qui me vient en tête, Smart. Oui, lequel? Parce Parce que je n'ai fait pas... Ah oui, on a fait... Ah oui, ça aussi, c'était spectaculaire. On avait fait... En fait, Smart voulait prouver que tu pouvais rouler des Smart l'hiver. Fait qu'ils nous avaient organisé des Smart avec des pneus d'hiver. On était parti de Yellowknife et on avait été à Inuvik en traversant par Dawson City puis le Dempster Highway, l'autoroute de glace. Évidemment, en plein hiver, on est en février. C'est pas mal les paysages les plus spectaculaires que j'ai vus. Écoute, on avait un Unimog en avant. C'est ça. Parce que le Unimog, lui, il transportait des pare-brises. C'est ça. Parce qu'à cause de l'environnement, tu peux pas mettre de sel. Okay. C'était une autoroute de glace. Fait qu'il mettait du gravier. Mais c'est uniquement des semi-remorques qu'il y a là-dessus un char. C'est rare. Peut-être l'été des fois, mais jamais l'hiver. Puis là, t'es d'une Smart. T'es haut de main. Là, les camions passaient, mon vieux. Ils t'envoyaient un voyage de garnotte dans... Écoute, au bout de 3 jours, je pense que tous les pare-brises avaient été changés une fois d'après Smart. Puis le Unimog, lui, il transportait des roues, des pneus, des jantes, des pare-brises, tout du stock qui pouvait briser. Puis maintenant, on a vu au loin un loup noir, là. Écoute, d'un paysage blanc, tu peux pas le manquer. Puis il courait, puis là, la fille de Mercedes, elle dit « Ah, il dit là, je suis à 55 km/h. » Puis elle suivait le loup. mais des affaires, là, qui étaient surréalistes, là. Ça fait à 4 heures que tu roules sur le Dempster Highway, d'un coup, tu vois un village. Oh Seigneur. Oh oui, c'est creux, ça. Eux autres, là, sont loin de tout pour le vrai, là. Il y en a qui disent que Plaisance, c'est l'autre bout du monde. Oui, non, mais ils n'ont pas été au Nunavut, eux Non. autres. Avant que Johan me dise, Marcel, t'as manqué ta chance de te faire une petite pub encore chez Dodge. Le plus beau voyage Chrysler ou Dodge que t'as fait avec le produit qui t'a excité le plus ou on... Toi, tu vas t'en rappeler, le Challenger. Tu sais, celui que tu avais perdu la cassette qu'on a recommencé à Papineauville, là? Ah, ouais. On avait été en Arizona. C'était le lancement officiel du moteur L4. OK. C'était à ma connaissance, je pense pas qu'il y en ait eu avant, mais c'était un lancement, puis on était sur un circuit d'accélération. C'est la place pour essayer. C'était en 2014-2015, je pense. À peu près. C'est pas là qu'il avait fait un show de boucan aussi. Oui. Mais c'était pas nous autres qui faisaient, c'était le gars de... Oui. Ça- C'était pas nous ça a autres qui faisaient été, le show de solide boucan. show de boucan, Oui, pareil. t'étais avec moi, là. Oui. Puis, en revenant, j'avais réussi à en avoir un. On avait été complété. Ouais. Il y a une carte petite, qui avait disparu. Mais ça, c'était... Il y en a eu plusieurs. Je suis allé au lancement. On avait été à Palm Springs pour le lancement de la Sebring. Quand la Sebring est sortie. Et on avait été embarqué dans des... à Hamilton. C'est pas parce que c'était loin. C'est parce que c'était spécial. Il y a un musée de l'aviation. Okay. C'était le lancement de la... Je le dirais pas, le Cross... celui qui était bâti sur le modèle Mercedes, là. Crossfire. Ah, oui. Le petit On deux avait portes, là. été, exact, on avait été à Hamilton et on était embarqué dans un bombardier de la Deuxième Guerre mondiale OK. qui est en train de restaurer.
Puis il y a un pilote là-bas qui nous avait fait faire un tour d'avion de la Première Guerre mondiale. Là. T'es dehors avec un casque, des lunettes, là, puis le gars, il te fait des loops. J'ai eu du fun, là. C'était ça. Bon, les routes, oui, l'auto, mais l'organisation de ce voyage-là était vraiment extraordinaire. C'était avec Jules Lacasse à l'époque. T'avais-tu fait le voyage Jeep où est-ce qu'on allait à Vimy? Non. Non, tu l'as pas fait ça. Non, OK, j'étais j'ai avec pas Antoine fait ça. dessus, Ouais, ou Jacques. ça, Je pense que ça j'étais se avec peut, mais non, Ouais. j'étais pas là, ça. Jacques. OK. Parce que je suis allé à Vimy, mais en vacances. Je suis jamais allé là par affaire. OK. Non, ça, c'était quelque chose. Ah, il y en a eu, écoute, là, parce que dans ma tête, là, j'ai fait t'en as fait un puis un autre, là. 30 lancements par année depuis 30 ans, là. Fais un calcul. Là, c'est sans compter parce que les affaires bizarres de un vol manquait une place, une connexion. Ah oui, ben là, si tu veux qu'on parte ça, on va c'est s'en... rendu le quotidien. Écoute, là. l'affaire la plus surréaliste au monde, j'ai compté ça à des amis, puis encore de la misère à me croire. On est en Corée du Sud le 12 décembre 2000. Puis je vais vous dire pourquoi je me souviens de la date à ce point-là. Parce que t'es bon. On doit aller... Je ne souviens pas de ma fête. On est à Jeju Island. Jeju Island, c'est le Hawaï des Coréens, là. Okay. Les gens vont se marier là, puis c'est une île de villégiature. C'est magnifique. Bon, évidemment, on n'a pas eu le temps de visiter toute l'île, on n'était pas là assez longtemps, mais on est là pour le Kia Magentis, qui vient d'être lancé là, en 2000. Ça va avec un modèle 2001 chez nous. Et l'hôtel, au moment où on arrive à aller sur l'île, il y a un petit Coréen qui vient à l'autobus. Tu sais, c'est des autobus asiatiques, là, trop courts, pas trop larges. Ouais. Là. On est là-dedans, puis le monsieur, il vient avertir en coréen, le conducteur, que l'hôtel a été réservé pour des fins privées, puis il nous envoie littéralement en bas de la côte à l'autre hôtel. Fait qu'on s'en va là, puis là, il est déjà tard en après-midi, là, avec les vols, puis tout ça. Nous autres, on arrive, on va souper. Puis après souper, j'étais avec Joe Kenicha, un collègue, puis Peter Volney, qui était le responsable de l'agence Kia à Toronto. Puis on dit, hey, les gars, on va aller voir l'île, on est dehors, il fait encore clair. Puis on se repointe devant l'hôtel où on devait être, puis il y a un petit camion de police. Mais c'est tout, il n'y a personne dans le camion. Puis on dit, hey, on va aller voir ça, l'hôtel où on devait être. On rentre là, on arrive à la réception. Personne à la réception. On regarde des deux bars. Du coup d'or. Et pour moi, ils sont pas prêts encore ou personne n'est arrivé. On revire de bord pour s'en aller, puis il y avait une salle de conférence juste à côté de la réception. C'était le sommet des deux Corées. Moi, j'ai vu Kim Jong-il, là. J'ai vu Kim Jong-il à 6 pieds de moi. Hein? Il n'y avait aucune surveillance, pas de sécurité. Écoute, je dis en blague à Joe Kenicha, après, j'ai dit, j'avais un gun, là, je le tirais, il était devant moi. C'était en quelle année, ça? 2000. 12 décembre 2000, puis c'est resté de même, puis Joe Kenicha n'a jamais été très... Il dit, Chris, c'était pas de Kim Jong-il, il y aurait eu, tu sais, une armée devant. Non, c'était bien, tu sais, s'il y a un gars qui est facile à reconnaître, c'est Kim Jong-il. Ouais. Puis il était avec le président de la Corée du Sud, c'était le sommet des deux Corées. Il y avait il y avait un cortège avec eux autres qui suivaient. Nous autres, on s'est tassés, on les a laissés passer. Il y avait un spectacle de son et lumière en arrière de l'hôtel après. On était s'installer d'un coin, puis on a regardé ça là. Puis écoute, je pense qu'on aurait pas allé se servir au buffet. Mais voyons Puis donc. des années plus tard, j'ai revu Peter Volney au salon de l'hôtel à Los Angeles. Écoute, il courait après moi. Il dit, dis à ma femme qu'on a vu Kim Jong-il. Sa femme ne croyait... J'ai dit, madame, on a vu Kim Jong-il. J'ai vu Kim Jong-il. Qu'on salue, d'ailleurs. là. Oui, on salue. On a C'est besoin de fidèle. commanditaires. Fait que ça, dans le voyage, j'ai serré à main Mohamed Ali au Kentucky. Bon, j'avais été au Derby du Kentucky avec Audi. Mohamed Ali vient de Louisville au Kentucky. Chaque année, il allait au Derby du Kentucky, puis il couchait à l'hôtel Brown où on était. Ben, le moi, matin, dans l'ascenseur, sort de J'ai vu l'ascenseur. Georges Saint-Pierre l'autre fois, il a sorti du restaurant. Là, tu sais, Avec, il est là. J'ai vu Django, j'ai donné la main. Y a-tu des gars chanceux d'avoir... Hey, j'avais Beau-Derek à côté de moi dans l'ascenseur. Oh ben là. Hey, On puis- n'a même pas capable de branchérir là-dessus, nous autres. Là. Ah non, mais il y en a eu d'autres. Là. Écoute, j'ai vu George Harrison au Grand Prix de Montréal. C'était un amateur des F1, il suivait le circuit. J'étais allé serrer la main de George Harrison. J'ai pris l'avion avec Jean Coutu.
Le Jean Coutu avec sa femme. Le Jean Coutu des pharmacies ou le Jean Coutu? Oui, le Jean Coutu des pharmacies. Pas le comédien. C'est ça, tu viens qu'il y avait une voix extraordinaire qui faisait des émissions. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Non, le Jean Coutu des pharmacies. Écoute, puis il y a beaucoup d'athlètes. Moi, j'ai vu plein de pilotes de F1 parce qu'ils faisaient partie dans leur contrat. Tu sais, ils sont à des journées de presse, tout ça. J'ai conduit en Honda avec Jenson Button. J'ai interviewé Eddie Jordan. Écoute, là, je sais plus. J'ai conduit avec Michele Alboreto. Tu as travaillé avec Johan Leduc. J'ai travaillé avec Johan Leduc. Non, ça nous amène. On a des privilèges. Tu sais, j'ai conduit plusieurs fois avec Walter Road, qui était champion du monde de rallye, en Porsche, en Audi. J'ai eu la chance de faire un tour. Tu drive, là, à quelque part. Oui, tu travailles, là. Écoute, oui. Mais tu sais, les compagnies. Comment peut te compter des affaires de même, là? Les compagnies, moi, je suis pas sorti, là. Mais les compagnies s'organisent pour rendre ça agréable. Tu sais, tu reçois quelqu'un chez vous, tu essaies de faire la bouffe intéressante puis de mettre une ambiance le fun. C'est sûr qu'on mange bien en voyage de presse. Oui, j'ai... On a tombé de l'éducateur physique à le journaliste. mais tu sais, c'est le fun parce que j'ai eu beaucoup de belles rencontres. Tu sais, tu rencontres des gens comme toi. Tu sais, tu parles à un gars comme Walter Road qui était champion du monde de rallye. Il n'y a pas une vie si différente que toi puis moi, là. Il reste dans une petite maison sympathique près de Tagernsee. Le plus drôle, c'est que j'ai fait la Bavière à vélo. Je suis littéralement passé dans le cours chez eux, puis je ne le savais pas. C'est en parlant avec lui qu'il dit « Ah ben, tu t'es passé chez nous. » Puis il m'a expliqué où il restait. Lui, c'est son sport pour se tenir en forme. Lui, il a une dizaine de vélos, puis il fait du vélo à l'année en Bavière. Puis c'est un bonhomme qui est intéressant, qui est très focusé. Je l'ai vu rire une fois quand Audi avait ramené dans une présentation de presse les Audi groupe B des années 80, là, les monstres là, qui ont eu juste une couple d'années. Mouton avait... Mouton, t'as là. C'est l'époque de Henri Toivonen, Mäkinen, la squad volante des Finlandais là, qui ont dominé le rallye. Walter Road qui a fait partie de Carlos Sainz. Là, il y a eu quelques équipiers là, vraiment. Et il avait ramené ça sur un événement l'hiver. Écoute, j'ai fait un tour avec. Il y avait le sourire. Je m'ennuyais de ce auto-là. Puis c'est là que j'ai compris que tu n'as jamais trop de puissance d'un char. À cette heure, mais j'allais en voyage. Je vais mettre un sticker. Je connais Benoît Charette. Tout le monde le connaît. Ça va, lui, c'est ses livres. Moi, ça va être ça, ma carte de visite. Benoît Charette. Écoute, j'ai vu Benoît, vous êtes qui, champion du monde. Ça rend le travail intéressant. Il y a une chose que Benoît a que j'ai pas, la mémoire. Il y a une mémoire des histoires, des modèles, Je veux dire, tu m'as conté l'affaire du Challenger, puis ça a fait dans ma tête, Show Boucan. Ah, je me rappelle de Show Boucan. Oui. Là, tu sais, ça fait des liens, mais toi, tu te souviens de tout ça. J'ai pas des Show Boucan dans nos fêtes, tout ça, je peux te payer un peu. Mais tu fais. Non, ça a été, tu sais, ça reste encore intéressant parce que c'est enrichissant comme milieu. Tu vois beaucoup de gens. Oui. Puis moi, je suis quelqu'un de très social, là. Oui. J'ai toujours du fun avec ça. Oui. Merci, Ben. Écoute, ça a partagé. Extraordinaire. Comme tu dis, on pourrait faire 12 émissions facilement. avec Benoît. Là, on va sûrement avoir la chance de se reprendre. Ben oui. Mais là, de toute façon, on va être là pour les autres émissions. On se mettra des anecdotes de temps en temps. C'est bon, ça. C'est bon. Je t'aime d'amour, Ben. Merci, gars. Merci, Benoît. Merci, Johan. C'est toujours un plaisir de jouer avec vous autres, la patente. Tu peux leur plugger. Mais même si t'es jeune, un jour, on va t'interroger, moi et Benoît. Et puis, tu vas pas nous conter des anecdotes. Mais Marcel, qui commandite tout ça? C'est du Claude Chrysler. Je l'aime, celle-là. Il commence à apprendre à faire de la pub. J'espère que t'as pas coupé ça, toi, à l'autre bout, là. Hein, quoi? Non. C'est ça. Le gars, il repart. Le podcast de Passion Auto était présenté par Duclos Chrysler.